Bonjour à tous, bienvenue pour cette 11e session de ces nouvelles rencontres du Cercle des économistes. Donc, notre session est intitulée « Alerte rouge sur les limites planétaires ». Bon, l'actualité nous aide, m'aide à l'introduire. Aujourd'hui, on a tous un peu chaud, mais ça va encore. Mais c'est vrai que ces derniers jours nous ont rappelé à quel point ces sujets de changement climatique étaient prégnants. Et c'était assez intéressant parce que d'un point de vue politique, on voit bien que les politiques en parlent moins depuis 2-3 ans, alors qu'évidemment, ces questions de limites planétaires, elles, ne se sont pas mises en pause. Je laisserai Akiko, donc, qui est mon binôme du Cercle des économistes, Akiko Suwa-Zeinman, qui va vous expliquer, c'est quand même une notion compliquée, ces indicateurs de limites. Mais je vais vous présenter avant tout nos intervenants qui nous donneront un bon aperçu de ces sujets. Donc, à côté d'Akito, vous avez Gaëlle Berthaud, qui est la directrice du Parc national des Calanques. Là, tout de suite, on rêve tous un peu. Voilà, donc Gaëlle va nous expliquer ce qu'elle voit déjà dans les Calanques et puis ce qu'elle fait. Son voisin est aussi un voisin quelque peu des rencontres. Pietro Barabaschi est le directeur général d'ITER. Et vous savez, ITER, c'est ce grand projet international de recherche au cours de la fusion nucléaire. La fusion, tout le monde ne voit peut-être pas ce que c'est. Peut-être Pietro, si tu peux en 1 minute expliquer à nos amis la fusion nucléaire. Pietro va s'exprimer en anglais. Merci. La fusion est une forme d'énergie qui vient des noyaux qui dérivent c'est le type de puissance nucléaire qu'on utilise par exemple dans une combustion normale d'un réacteur nucléaire, donc avec les éléments lourds qui sont partagés et qui sont divisés. C'est une forme d'énergie qui alimente les étoiles. Et les étoiles utilisent de l'hydrogène essentiellement comme combustible. L'hydrogène est très dense au cœur des étoiles et ça produit pas tellement de puissance par unité de volume. Donc on utilise du tritium qui est extrêmement rare en fait, ça n'existe pas, on le crée en fait, et ensuite qui peut produire par contre énormément d'énergie, de puissance, et l'énergie d'un gramme, simplement un gramme, et en 5 secondes, 1 gramme de ce combustible peut donner assez d'énergie dont chacun de vous a besoin pendant toute votre vie. Vous avez une petite idée là de l'énergie qu'on peut avoir à partir de ce type de matériel. Potentiel, en effet. Et donc, vous voyez, c'est vraiment le nucléaire de l'avenir qui pourrait assurer dans le prochain siècle la décarbonation. Le voisin de Pietro est John Paul Scali, le président de Lidl France. Bon, Lidl, vous voyez, je pense, tous assez facilement. Et à côté de John Paul, Jérôme Stubler, vous êtes le PDG d'Equans, qui est un des champions mondiaux de l'énergie et des services. Et enfin, à ma droite, Nicolas Mas, qui est le directeur général du groupe Orano. Alors Orano, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des spécialistes mondiaux de production d'uranium, donc qui est le combustible des centrales nucléaires. Donc on revient au nucléaire. Akiko, je te laisse la parole en quelques mots. Donc pour introduire parce que vous voyez, donc voilà, évidemment on va parler d'écologie, de changement climatique, mais les limites planétaires, c'est quelque chose de bien spécifique et c'est important de le définir avant de lancer la table ronde. Merci. Bonjour à tous. Nous sortons de 2 canicules et une 3e s'annonce. La hausse des températures met en danger notre santé, celle des animaux et de la planète. L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement. La chaleur dérègle les écosystèmes. Le cycle de l'eau est plus variable. On a soit pas assez d'eau, soit beaucoup trop. Les océans se réchauffent, les forêts brûlent, les animaux et les coraux meurent, les insectes porteurs de virus prolifèrent.
Le cadre conceptuel des limites planétaires résume les conséquences des activités humaines sur les systèmes naturels. Ce cadre, proposé par Johan Rockström et ses collègues en 2009, définit quelles sont les conditions dans lesquelles la planète peut s'autoréguler, comme elle l'a fait jusqu'à la révolution industrielle. Les limites planétaires délimitent les seuils à ne pas dépasser pour que l'humanité puisse vivre dans un environnement à l'équilibre. Ce cadre, c'est d'abord une image, un cercle vert divisé en portions qui sont autant de dimensions environnementales, des couleurs orange puis rouge qui dépassent du cercle et indiquent quand on rentre dans une phase critique. Le cadre répertorie 9 limites planétaires: le changement climatique, l'intégrité de la biosphère en termes de biodiversité et d'importance de notre prélèvement, la perturbation des cycles biochimiques de l'azote et du phosphore indispensables au bon état des sols et des eaux, la déforestation, l'acidification des océans, l'utilisation de l'eau des nappes phréatiques et des zones humides, la diminution de la couche d'ozone, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère, l'introduction d'entités nouvelles comme les métaux lourds, les composés radioactifs ou les plastiques. Selon le dernier rapport de l'Institut de Potsdam, désormais 7 des 9 seuils ont été dépassés. Seuls restent encore dans la zone de confort le niveau d'ozone et la pollution atmosphérique. Quand les seuils sont dépassés, la planète ne s'écroule pas. Mais l'instabilité et les changements brutaux peuvent rendre la vie difficile pour les humains. Donc, alerte rouge sur les limites planétaires. Mais ce n'est pas une fatalité. 98% du réchauffement est dû aux activités humaines. Il faut agir maintenant et sur 2 fronts. L'atténuation, c'est-à-dire réduire les gaz à effet de serre, ce que l'on a réussi avec l'ozone, et l'adaptation, c'est-à-dire se préparer aux effets du réchauffement. Pour stabiliser le réchauffement, l'Union européenne s'est engagée à arriver en 2050 à la neutralité climatique, c'est-à-dire l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre, non seulement le carbone, mais aussi le méthane et le protoxyde d'azote, et les puits de carbone que l'on trouve dans les forêts, les zones humides et les océans. La zone de confort pour les sociétés humaines, c'est aussi la justice sociale, comme l'indique le dernier rapport du World Inequality Lab de Lucas Chancel et Thomas Piketty. Kate Raworth, en 2012 pour Oxfam, avait repris le cercle des limites planétaires en y ajoutant un 2e cercle avec des dimensions sociales sur la pauvreté, la faim, l'éducation, l'accès à l'énergie et au logement. L'ensemble dessine, de cercle, un donut. Comment relancer l'action climatique et sociale pour nous inscrire dans ce donut, dans l'espace dans lequel chacun a accès aux mêmes conditions pour mener une vie digne? C'est la question que je pose à nos invités. Merci. Merci beaucoup Akiko. Gaëlle Berthou, donc vous, comment vous voyez donc, Akiko nous a décrit quand même, nous a posé un constat très alarmiste. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans les calanques, et qu'est-ce que vous mettez en place, justement, pour tenter d'y remédier? Bonjour à tous. D'abord, j'aimerais présenter aussi les calanques, pour ceux qui ne seraient pas de la région. Les calanques, l'image, vous l'avez peut-être, des falaises calcaires blanches qui ont des pins méditerranéens, qui plongent dans une mer turquoise. Ça, ce sont les images des calanques sur Marseille, Cassis et La Ciotat. Avant tout, c'est un territoire terrestre avec 8000 hectares, mais marins, 40 000 hectares qui sont protégés. C'est aussi un établissement public de l'État, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. En 2012, l'État qui a constaté que ce territoire, on avait atteint une limite planétaire, notamment celle de l'érosion de la biodiversité, puisque c'est un territoire, c'est un hotspot de biodiversité. Alors pour ceux qui connaissent, il y a un nombre d'espèces protégées qu'on ne voit pas forcément, elles sont toutes petites et on peut avoir tendance à marcher dessus, a souhaité y mettre le niveau de protection maximum. Le niveau de protection, c'est le définir en cœur de parc. Et pour autant, le challenge, il est là, parce qu'on est à 2 pas d'une des plus grandes villes de France. Aujourd'hui, le parc national des Calanques, c'est 4 millions de visiteurs, 3 millions à terre et 1 million en mer. Et ces 4 millions de visiteurs qui ont envie de profiter de cet espace, alors pour leur santé aussi, parce qu'on a aussi des considérations de vivre ensemble. Et on a besoin de respecter cet espace, que je disais être un hotspot de biodiversité.
Je vais prendre un exemple pour nous faire voyager et vous montrer toute la complexité. Je vais vous parler de la Posidonie. La Posidonie, alors on en parle largement, j'espère qu'une majorité des gens dans la salle ont l'image. La Posidonie, c'est une plante qu'on trouve dans les fonds sous-marins, elle est sous forme de ruban, elle monte, et c'est une plante qui est exceptionnelle. Exceptionnelle pourquoi? Parce qu'elle a des fonctions environnementales qui sont, il y en a 25, je vais en parler de 4. D'abord, c'est un lieu où les poissons se reproduisent, c'est un lieu où les poissons se nourrissent, c'est un lieu où finalement notre vie d'humain aussi, on peut y trouver notre ressource halieutique. C'est un lieu aussi où on capte du carbone. Donc aujourd'hui, un hectare de Posidonie capte 7 fois plus que la forêt amazonienne. Donc on voit cette nécessité de le protéger. Et enfin, un dernier bénéfice, c'est aussi un lieu qui nous permet, la Posidonie, elle a un impact sur les crues et notamment sur la montée des eaux qui est essentielle. Et pourtant, cette Posidonie, elle est protégée. Et pourtant, notre difficulté dans les calanques est lundi, un yacht, 60 mètres, entre 2 îles marseillaises, a planté 2 ancres. 2 ancres, il a arraché de la Posidonie. Certes, c'est interdit, il y aura du judiciaire, et ça n'empêche que moi, ce que je veux porter ici, c'est quel modèle, comment vivre ensemble. Aujourd'hui, on va avoir des projets pour mettre des bouées écologiques. Alors, les plaisanciers qui me disent que tous savent planter leurs ancres et nagent pas de la Posidonie, voient ça comme une atteinte à leur liberté. Alors, on me dira, rendez-les payantes. Mais on l'a évoqué, quelle équité sociale quand on rend tout payant, quel accès à la nature, cette nature qui est aussi notre santé. Voilà les éléments aussi des limites planétaires et les questions qu'on peut se poser au quotidien en tant que gestionnaire. C'est comment gérer avec autant de temps de personnes et comment le gérer pour permettre à tous cet accès à la nature et en maintenant cette biodiversité. Parce que bien entendu, il ne s'agit pas de faire de ce parc des Calanques une réserve. Voilà un petit peu nos questions en introduction au regard de ces limites planétaires. Merci beaucoup Gaëlle. Bon, Pietro, vous n'allez pas directement répondre à ces questions, mais on a quand même compris de votre introduction sur la fusion qu'il y a un très grand espoir autour de cette technologie. Et donc ma question, elle sera assez simple, mais où en sommes-nous vraiment? Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, c'est sûr, c'est pour les prochaines années, ou voilà, comment ça avance votre projet? Yeah, that's a very good question. Excellente question. Une question pour laquelle je n'ai pas une très bonne réponse à vous donner. Mais ce que je peux vous dire, c'est tout d'abord que le défi qui est devant nous est un défi extraordinaire. Le défi consiste à atteindre l'allumage de la fusion. Nous savons comment allumer du bois, mais nous n'avons jamais réussi à allumer de manière thermonucléaire, de manière maîtrisée, les noyaux des atomes. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'ITER. La lettre E de d'ITER est là. C'est le E pour expérience. Il s'agit d'une expérience. On n'a jamais fait d'expérience dans la fusion nucléaire. On l'a fait avec la fission nucléaire. On a réussi avec la fusion nucléaire de produire de l'énergie pour une très petite durée. Dans ITER, nous allons réussir à le faire, à atteindre cet équilibre thermonucléaire, cet allumage thermonucléaire d'1 gramme de combustible, ce combustible double tritium-deutérium, et nous allons en produire 500 MW d'énergie thermonucléaire. Pour ce faire, nous avons besoin de créer des systèmes d'une complexité immense. La complexité égale des coûts. Pour faire une vraie contribution à résoudre le problème que nous avons sur cette planète, nous avons besoin de produire de l'énergie de manière économe. Nous devons tout d'abord maîtriser cette technologie. Je pense qu'un jour, on arrivera à maîtriser la technologie. Là où je suis moins certain, c'est de la manière de laquelle nous pourrons exploiter cette énergie
l'énergie qu'on dit infinie, rien n'est véritablement énergie. La manière d'exploiter cette énergie de manière économe, rentable. Certains collègues sont plus enthousiastes que moi. Quand on parle d'énergie, quand on parle de résoudre les problèmes que nous avons sur cette planète, il est important de ne pas créer des attentes excessives dans le court terme. L'énergie nucléaire, très certainement, a une contribution importante à apporter pour la solution qui pour résoudre les problèmes qui sont les nôtres. La fusion nucléaire a sa part à jouer. Quand? C'est à cette question que je n'ai pas de réponse encore. Je vais conclure en disant que nous parlons de la fusion et de la fission. Certains d'entre vous connaissent ces technologies concurrentes, mais je suis d'un autre avis. Je pense qu'un jour, ici, nous avons le directeur d'Orano, et peut-être un jour, Orano va découvrir le moyen d'utiliser le cycle combustible de la fusion avec le cycle combustible de la fission, et ces deux technologies existeront l'une à côté de l'autre pour créer des synergies. Acteurs publics s'exprimer sur ce sujet des limites, mais les grandes entreprises ont aussi, bien sûr, un rôle à jouer. Et John Paul, ce qui m'a intéressé, intrigué quand nous avons préparé la table ronde, c'est que j'ai l'impression que chez Lidl, vous avez un mot d'ordre assez fort qui est la sobriété rentable. Et peut-être que vous pouvez un peu exposer à notre audience qu'est-ce que vous voulez dire par là. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'il y a pas mal de chefs d'entreprise qui sont présents et nous sommes tous d'accord que pour parler de limites planétaires, il faut aussi garder en tête le sujet de rentabilité pour être transparent et honnête. Mais nous avons de la chance d'avoir un modèle chez nous, un modèle de discount, qui est tout à fait aligné. Les deux sujets sont tout à fait alignés, la sobriété et la rentabilité. Ça veut dire quoi? Dans le modèle de discount que nous avons, on a autour de 2500 références dans nos supermarchés. Alors, ça veut dire que c'est une gamme assez réduite par rapport à la distribution classique. Et ça nous fait des économies à tous les niveaux. Nous travaillons aussi avec une logistique centralisée. En France, on a 26 plateformes logistiques et toutes les livraisons de nos supermarchés sont faites par ces plateformes logistiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de camions qui partent dans tous les sens avec des produits différents par des fournisseurs différents. Tout est centralisé sur des plateformes, tout est livré en supermarché. Et en plus, tous les camions qui livrent nos supermarchés ne repartent jamais vite. Ils récupèrent les emballages et ils retournent à nos plateformes logistiques. Tout ça fait des économies énormes pour nous, des économies réduisent des coûts en interne, mais en même temps, c'est très bien pour les limites planétaires et pour les émissions carbone. Pour donner une idée de tout ça, l'impact que ça peut avoir, nous avons fixé des objectifs ambitieux déjà pour nos émissions carbone depuis des années. On a réduit de 34% nos émissions de scope 1 et 2 depuis 7 ans maintenant, depuis 2019, et nous visons 55% de réduction d'ici 2030. Alors encore des ambitions très importantes. Quand on parlait de fusion, nucléaire fusion, on sait que c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est le long terme, mais c'est chez nous l'impact qu'on peut avoir sur les limites planétaires, c'est aujourd'hui, c'est demain. C'est ce qui est dans nos assiettes aujourd'hui, c'est ce qui est dans nos poubelles aussi aujourd'hui et demain. Nous sommes chacun responsables pour 55 kilos de gaspillage alimentaire chaque an, chaque Français. Et nous voyons un rôle pour nous pour mieux expliquer, pour mieux travailler avec la taille des emballages, le volume des produits qu'on vend pour assurer qu'on peut réduire ces gaspillages, pas uniquement dans notre chaîne à nous, mais aussi chez nos clients. On a un rôle à jouer pour mieux expliquer aux clients comment ils peuvent conserver les produits et travailler aussi sur le produit qu'ils puissent être conservés au plus long terme. C'est aussi la construction de nos bâtiments. On fait tout dans notre modèle pour réduire nos coûts et en même temps avoir un impact positif sur la planète. Ça veut dire que dans la construction de tous nos bâtiments, on a des panneaux photovoltaïques. Alors on a en France 515 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques pour réduire nos besoins en électricité. Ça suffit pour 35%
35% de nos besoins d'électricité. Évidemment, là, encore une fois, impact positif sur la rentabilité de l'entreprise, mais aussi impact positif sur l'effet carbone. On est aussi conscient qu'en tant qu'acteur de la grande distribution, l'impact le plus important qu'on peut avoir, c'est sur la chaîne de valeur totale. Et avec 90% de nos produits qui sont des marques de distributeurs, qui ne sont pas des marques nationales, on maîtrise parfaitement la chaîne de valeur avec nos fournisseurs. Et là aussi, on a des projets innovants, intéressants pour avoir un impact sur toute la chaîne. On travaille par exemple avec un NGO Earthworm en Brésil pour assurer qu'il n'y a pas de déforestation, zéro déforestation. Et là, c'est un investissement important pour assurer qu'on peut avoir un impact plus loin que notre entreprise à nous, mais dans la chaîne partout. Merci pour ces exemples concrets. Jérôme Stubler, vous, évidemment, votre entreprise n'est pas tout à fait sur les mêmes sujets. Et vous nous parliez beaucoup, avec Akiko, quand c'était appelé de décarbonation. Donc vous, concrètement, la décarbonation, c'est quoi ? On est effectivement très concentré sur décarboner les entreprises. On a la chance de travailler pour Renault, pour travailler pour Lidl. Tous vos clients sont là. Mes clients sont là, c'est le hasard, mais c'est comme ça. Hein. Déjà, pourquoi décarboner ? 2 minutes sur l'effet de serre, enfin 1 minute sur l'effet de serre. L'effet de serre, c'est quoi ? C'est la chaleur du soleil, le rayonnement du soleil arrive et est emprisonné par le fait qu'il y a du carbone, du CO2 qui a été mis dans l'atmosphère. Décarboner, c'est faire en sorte de moins émettre de CO2 dans l'atmosphère, c'est donc de moins utiliser l'énergie fossile qui a été stockée dans la Terre et donc utiliser des énergies décarbonées. Tout ça, vous le savez. La question, c'est est-ce qu'on va à la bonne vitesse ? La réponse, vous le savez aussi, c'est non. On ne va pas à la bonne vitesse d'un facteur environ 3. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle les investissements sont faits dans le monde pour décarboner la production d'énergie, les systèmes industriels, les systèmes de transport, on va 3 fois trop lentement. Est-ce que c'est un problème de technologie ? La réponse est non. On dispose aujourd'hui de quasiment toutes les technologies pour le faire. Le sujet, c'est un sujet de gouvernance. Cette histoire de CO2, ça a été découvert dans les années 60. 1960-1990, c'est un débat de scientifiques. 1990-2000, les politiciens commencent à s'en emparer et comprendre que c'est un sujet. 2000-2010, les énergéticiens ont commencé à s'en préoccuper. Et on a vu l'arrivée des éoliennes, l'arrivée du photovoltaïque. Il y a eu un moment où il y a eu un gros problème de science physique, de sens physique. On a malheureusement arrêté du nucléaire. On a désinvesti dans le nucléaire. On a arrêté pendant des années la construction nucléaire et heureusement on reprend ce chemin, qui est le seul chemin fiable aujourd'hui pour avoir une puissance suffisante, pour être capable de faire le pont avec potentiellement d'autres énergies demain et être capable de continuer à décarboner. Quand je vous dis qu'on ne va pas à la bonne vitesse, l'augmentation globale cette année, en 2025, l'an dernier, a été une émission de plus de 0,5% par rapport à l'année d'avant. On aurait dû être à moins 1,7% si on suivait ce que a été défini aux accords de Paris. On a encore augmenté la production d'énergie avec du charbon de 0,4%, là où on devrait être à moins 7%. On a encore utilisé plus 0,7% de pétrole. On aurait dû être à moins 3% par an. Donc le gap, il est énorme. Le sujet, pour y arriver, c'est un sujet de gouvernance. Un sujet de gouvernance au niveau des pays. Je vous donne un exemple. La Chine, moins 0,5%. Il y a une vraie gouvernance pour décarboner. Les États-Unis, je n'ai pas le chiffre de 2025, il n'a pas été publié officiellement. C'est aussi un sujet de gouvernance. Alors dans ces nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. L'Europe a fait moins 40% d'émissions de CO2 de 1990, et on ne le dit pas assez, à 2024. Donc décarboner, c'est aussi une chance pour l'Europe. La Chine l'a compris, c'est aussi une chance pour l'Europe pour
pour faire en sorte que l'Europe produise des produits beaucoup plus décarbonés que l'ensemble de ses concurrents et soit propre. Aujourd'hui, cette prise de conscience, elle est faite, comme je viens de l'expliquer, de manière pas tout à fait égale en fonction des pays, pas tout à fait avec la même gouvernance. Ce qui est absolument essentiel, c'est que le maillon d'après, les pays s'en emparent. Le maillon d'après, avant le citoyen, c'est le monde de l'entreprise. Il faut que les entreprises décarbonent. Décarboner, c'est électrifier. C'est utiliser une énergie qui est décarbonée, qui rentre dans le réseau électrique, et électrifier les usages. Électrifier les transports, la voiture électrique, le camion électrique qui arrive à vitesse grand V. Électrifier beaucoup plus les trains. Nous n'avons que 50% en Europe des voies ferrées qui sont électrifiées. Jérôme, il faut conclure. Et donc, c'est ça le chemin. Et lorsque vous êtes dans une boutique Lidl, derrière le rayonnage, il y a des pompes à chaleur avec des investissements qui permettent de décarboner. Ben, c'est ça ce chemin qu'il faut qu'on fasse avec toutes les entreprises. Merci pour ce chemin. Bon, Nicolas, vous avez dû apprécier l'éloge du nucléaire de votre voisin. Mais vous, c'est vrai que ce qui est amusant, c'est quand on vous a demandé que faire pour ces limites planétaires. La réponse spontanée, c'était il faut plus de mines. Alors, je ne sais pas si dans la salle, vous êtes d'emblée d'accord avec cette idée. Mais Nicolas, expliquez-nous pourquoi il faudrait plus de mines pour essayer un peu de calmer ce stress sur les limites planétaires. En fait, comme citoyen, comme chef d'entreprise, je vois bien les limites planétaires et le fait que la planète souffre sur son climat, sur la biodiversité, sur l'eau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme citoyen, comme chef d'entreprise, je vois bien aussi que c'est grandement induit par l'activité humaine, le nombre que nous sommes, l'utilisation des objets que nous faisons, la façon dont nous les faisons, les emballages qu'on utilise, nos solutions de mobilité. Donc là-dessus, il n'y a pas de déni. Après, je fais aussi un constat, c'est que tout dans notre environnement, tous mes habits, cette gourde, ce pot, à l'origine, soit on l'a fait pousser, soit on l'a ramassé dans le sol et ensuite on l'a transformé. Absolument tout. Soit on l'a fait pousser, pêcher parfois, mais soit on l'a fait pousser, soit on l'a creusé dans le sol et ensuite on l'a transformé. Absolument tout. Et donc se soucier des limites planétaires, si on veut être sérieux comme pays, ça ne peut pas se faire sans se soucier des matériaux qu'on extrait et de la façon dont on les transforme. Mais alors quand je dis se soucier pour la France, ça ne veut pas dire se poser des questions et se dire « oh là là », ça veut dire y prendre part. Être sérieux sur les limites planétaires, ça veut dire prendre part à la vie des objets et donc à l'extraction et donc à leur transformation. Il n'y a pas d'autre moyen. Pourquoi ? D'abord pour savoir de quoi on parle. La deuxième chose, c'est parce que si on ne le fait pas avec la volonté d'être responsable, on le sous-traite à d'autres. Alors on le sous-traite soit à d'autres pays, soit à des gangs. Dans le monde des matériaux, c'est des gangs. En Guyane, on a dit qu'on ne ferait pas de mine formelle d'or. On sous-traite l'exploitation de l'or à des orpailleurs. On dit qu'on ne veut pas faire de mine de cobalt en RDC. On le sous-traite à des chefs de guerre. Et puis à l'arrivée, ça suit les mêmes chaînes, ça part en Chine, c'est transformé, ça revient chez vous. Vous n'avez rien vu. Donc se soucier de la responsabilité des impacts, c'est y prendre part pour ne pas le sous-traiter à d'autres. Le dernier point pour lequel il faut y prendre part, c'est aussi que si on ne le fait pas, on se crée des énormes dépendances. Mais quand on est dépendant, on est faible. Et donc après, on a des grandes valeurs, des belles vertus, mais la réalité, c'est qu'on n'a aucune capacité d'impact sur la façon dont c'est extrait, sur la façon dont c'est transformé, parce qu'on est complètement dépendant. On prend l'exemple des terres rares, qu'en est un assez classique, mais vous pourriez prendre l'exemple d'autres sujets dans lesquels, à ne pas y prendre part, on est dépendant. C'est particulièrement vrai dans beaucoup des matières premières et dans les métaux. Derrière, on pourra en parler dans la seconde partie, évidemment, quand on parle des limites planétaires et de ces métaux stratégiques, vient la notion du recyclage et la façon dont on peut utiliser ça. En fait, c'est une industrie, il y a des vrais enjeux économiques et des vrais défis de compétitivité qu'on n'arrive pas à craquer, mais sans le faire, c'est impossible. Et quand on est l'Europe, c'est indispensable également parce que, comme on a peu de mines chez nous, j'espère qu'on en aura d'autres, mais comme on a peu de mines chez nous, les seules matières qu'on a, c'est celles qu'on a importées une seule fois. Si on les laisse repartir, on se prive de limites.
Alors la réconciliation de tout ça, là, quand même, petit placement produit pour le nucléaire, mais c'est ce qui fait que les gens d'Orano sont si fiers de venir chez nous, parce que vous pourriez vous dire, faire des mines d'uranium, c'est un peu honteux. En fait, les gens chez nous, ils sont super fiers de venir bosser. Parce que faire des mines d'uranium, c'est prendre part à ces métaux, à la façon dont elles sont extraits et transférés. Tout ça pour faire à l'arrivée une énergie, qui est celle qui a la plus faible empreinte foncière, même quand vous prenez les mines d'uranium, la plus faible empreinte foncière, la plus basse empreinte CO2, qui a un impact et une externalité. On part avec l'hydraulique ou l'éolien. Et puis c'est la seule industrie dans laquelle absolument tous les déchets sont comptabilisés, conditionnés, tracés, mesurés. C'est la seule industrie. Et du coup, les gens de chez nous ont l'impression de travailler sur les limites planétaires pour ça, dans l'ensemble du cycle et jusqu'à la maîtrise de l'ensemble des externalités. Bon, bravo. Et Jérôme, je crois que ce sujet de la circularité des matériaux vous tient aussi à cœur. Ça nous tient à cœur parce qu'il faut se rendre compte de ce que nous avons collectivement au sein de l'humanité créé. L'Institut Weizmann a publié un chiffre, moi, qui m'a choqué. La masse de tout ce que l'homme a créé depuis l'origine de l'humanité, qu'on peut observer aujourd'hui, le béton, l'acier, les plastiques, tout ce qu'on utilise, a dépassé il y a 2 ans la masse sur Terre de tous les végétaux. Oh là. Eh ouais. Bon. Et en fait, toutes ces molécules qui sont dans tout ce qu'on a fait, on a 2 options. On fait des grands trous, on les stocke, on les réutilise. Alors pour les réutiliser, oui, c'est parfois un peu plus d'énergie intellectuelle et puis d'énergie physique, parce qu'il faut les récupérer, et quand on a produit ces matériaux, on a produit des produits, on met de l'énergie pour faire une molécule qui est plus stable, et donc il faut remettre de l'énergie pour recasser la molécule et retrouver les ingrédients. Mais c'est absolument essentiel que nous mettions en place toute cette circularité. Je vous donne un exemple. Nous, on utilise énormément de cuivre. Électrifier, c'est mettre des fils électriques, c'est la voiture électrique, c'est du cuivre, c'est du cuivre, c'est du cuivre. Le cuivre, il est au Chili. Mais le cuivre, il est aussi en France. Il y a 8 milliards d'euros en valeur de cuivre dans les fils qui arrivent chez vous et que vous n'utilisez plus parce que vous n'avez plus le téléphone qui arrive par le cuivre. Alors, ça ne va pas être simple à récupérer parce qu'on imagine bien que c'est plein de petits fils partout et que le prix pour récupérer le bout de fil est du même ordre de grandeur, voire plus cher que le prix du cuivre lui-même. Et c'est pour ça que ça ne se fait pas à la bonne vitesse. En revanche, si on fait en sorte de créer effectivement quelques contraintes pour récupérer ces éléments, on ne va pas récupérer forcément encore des tonnes de cuivre uniquement du Chili, on va essayer d'aller chercher la mine qu'il y a sous nos pieds, qui sont tous ces réseaux qui existent en France. Merci. Je vous donne cet exemple, mais il y en a une infinité. Merci beaucoup, Jérôme. Gaël, ces sujets de circularité, notamment évidemment, comme quand on évoque les calanques, la mer, je pense au plastique, vous devez avoir un œil tout à fait particulier, tout à fait singulier dessus. Vous, est-ce que vous voyez ces progrès? Vous avez l'impression qu'en effet, depuis 10 ans, les choses évoluent, les partenariats se font? Alors, moi, je crois que je fais le même constat. En fait, c'est quel modèle économique pour arriver à ça? Parce que des déchets, alors on en trouve. Grand nombre d'associations, d'habitants organisent des ramassages pour ramasser ces déchets qu'on remet dans la forme de recyclage. Mais moi, si je reviens sur mon image de la Posidonie, cette fameuse Posidonie qui arrive à épurer les eaux, aujourd'hui, elle ne sait pas s'en sortir avec ces canettes, vous savez, elles sont entourées d'une pellicule de plastique. Et c'est vrai, alors j'en suis désolée pour le représentant de Lidl ici, mais on a un travail, on essaye de travailler avec les fabricants, les distributeurs, en se disant comment ensemble on peut responsabiliser cet usager qui, quelque part, le met dans la mer, comment on peut avoir cette dynamique. Et je crois que moi, en tant que représentant d'une structure d'État, établissement public, on a cette difficulté. Aujourd'hui, le citoyen sur l'environnement, il ne veut pas qu'on mette plus d'argent public, voire même certains voudraient qu'on ne parle plus d'environnement.
Comment est-ce qu'avec les entreprises, on peut arriver justement à cette circularité pour trouver un modèle économique? Alors, dans le domaine des déchets, il y a la question de la consigne qui commence peut-être à émerger. Voilà un petit peu les pistes sur lesquelles je crois vraiment à ce partenariat aussi public-privé à construire sur des territoires et sur des thématiques. John Paul, qu'est-ce que ça vous... C'était un peu pour vous, là, le sujet sur le plastique. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, alors c'est un sujet évidemment qui est toujours présent chez nous aussi. Il n'y a pas une solution simple. Je parlais tout à l'heure de gaspillage. Évidemment, l'emballage, le plastique joue un rôle important pour protéger les produits, pour réduire le gaspillage. Mais il y a des choses à faire. Déjà, c'est la matière en soi. Nous avons l'ambition d'avoir 30% de nos emballages en plastique faits déjà avec des matières recyclées d'ici 2030. Vous pourriez faire un partenariat avec... Un partenariat, oui. Alors, pourquoi pas? On a déjà des partenariats sur le sujet. On travaille avec WWF en partenariat déjà. Et sur le sujet de consignes, là, il y a certainement quelque chose à faire. Je sais que ça fait grand débat depuis des années en France. Moi, je viens d'Irlande. J'ai eu la chance là d'être président de Lidl en Irlande quand on a introduit la consigne pour des bouteilles en plastique. Et honnêtement, pour moi, c'est une grande réussite. Réussite pour nous, pour réduire l'impact dans nos emballages, mais réussite aussi pour les clients qui ont très, très vite adapté à cette approche. Merci. Nicolas, est-ce que le sujet, ce n'est pas aussi la réglementation? Sur les entreprises, on entend souvent, moi en tant que journaliste, dire qu'il y a beaucoup trop de réglementation. Évidemment, ça bride, on entend beaucoup en Europe, ça bride la compétitivité. Mais est-ce qu'on peut tenir les deux? Est-ce que, on a quand même parlé de sujets très sérieux sur ces limites. Est-ce qu'il faut davantage de réglementation? Comment vous voyez ça? Alors, je ne vais pas rentrer dans le jeu de savoir s'il y a trop ou pas assez de réglementation en Europe, c'est un peu facile et comme chef d'entreprise, vous attendriez que je dise ça. Je vais donner un angle un petit peu différent. En fait, dans les choses qui me questionnent, à nouveau comme chef d'entreprise, c'est un certain nombre de réglementations qui sont mises en œuvre et qui finissent par avoir sur le terrain l'effet inverse de l'effet désiré. En fait, on a mis en Europe beaucoup de réglementations sur la CSRD, CS3D et toutes ces choses-là. Donc, ils demandent aux entreprises d'aller démontrer ou d'aller faire énormément de choses sur la façon dont elles se comportent sur le terrain, y compris les entreprises qui se comportent de bonne foi et de bonne façon. Jusque-là, c'est bien. Mais ce que ça crée derrière, c'est un risque juridique colossal pour les entreprises. Et vous voyez en ce moment tous les procès auxquels font face Total et tout ça, ou l'autre fois le fonds norvégien qui sort du capital d'Eramet parce qu'ils sont dans une joint venture en Indonésie. Mettons qu'Eramet ne puisse plus y aller. Ils vont s'en aller. La mine de nickel va continuer à être exploitée par les Chinois qui sont majoritaires dans cette mine. Sauf qu'Eramet y amenait une conscience morale et il faisait des choses. Mais le risque juridique créé fait qu'ils s'en vont. Et donc la réglementation qui a une intention au départ qui est bonne, elle finit parfois par avoir sur le terrain l'effet inverse. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'en faut pas? Pas forcément. Mais si vous créez des réglementations sans notion d'extraterritorialité, alors vous les mettez uniquement pour les entreprises de votre territoire, vous créez un risque juridique uniquement pour les entreprises de votre territoire qui finissent par s'en désengager et laisser la place à des personnes moins regardantes. À nouveau, être sérieux à propos des limites planétaires, c'est reconnaître qu'il est indispensable de prendre part à ces métiers de l'extraction et de la transformation. Sinon, on le laisse à d'autres moins regardants. C'est vrai aussi dans la réglementation. C'est clair. Pietro, vous dirigez un projet donc international, donc vous êtes au cœur de ces enjeux publics, de réglementation, de gouvernance. Quel est votre regard, grâce à votre expérience, de comment ces coordinations publiques-privées pourraient s'améliorer? Parce que j'ai l'impression que les projets prennent énormément de temps. Comment tout ça peut... Enfin, évidemment, au-delà des sujets technologiques, je vous parle pas, on ne revient pas sur la fusion. Comment quel est votre regard sur ces sujets? ITER est un projet à financement public qui regroupe 7 États membres, 7 nations. Et il y a une phase, nous sommes à une phase dans le monde où la recherche dans la fusion thermonucléaire implique énormément d'entreprises en France, en Europe, aux États-Unis et dans le monde entier, et qui essaient de nouvelles idées
pour exploiter ce type de réaction par fusion. Et donc, nous essayons de travailler ensemble, de faciliter le travail de ces startups, certaines, pour qu'elles réussissent. Donc, nous essayons d'avoir un modèle de coopération du secteur public qui a généré beaucoup de connaissances. Beaucoup de gens dans cette pièce, en fait, travaillent chez ITER. Jérôme lui-même le sait, connaît les difficultés que le projet a rencontrées. Et beaucoup de ces difficultés sont des difficultés que l'on peut transmettre au secteur privé de façon à ce qu'il ne répète pas nos erreurs. Vous savez, en recherche, on publie. On publie nos succès, mais nous rarement publions nos échecs ou nos difficultés. Et dans la réalité, c'est là où nous apprenons. C'est là où la valeur de la connaissance vient des erreurs des autres. Donc nous avons établi une façon de coopérer et d'être certain que le secteur privé dans le monde entier peut réussir, mais le secteur public n'a pas suivi. Donc c'est le modèle que nous utilisons maintenant. Nous avons le temps, je pense, pour 2 questions, 2, 3 peut-être, si vous êtes rapide. Et si vous avez une idée madame, et si vous avez l'idée d'un intervenant, enfin, si votre question cible quelqu'un, n'hésitez pas à le dire. Et puis dans les réponses, soyez brefs, comme ça on pourra prendre plus de questions. Oui, bonjour. Peut-être présentez-vous, madame. Je suis Sylvie, retraitée, et je suis très intéressée. Je suis membre du Shift Project. J'ai une question pour le DG de Lidl. Je suis en 2030, je fais mes courses chez Lidl. Je ne vois plus de fruits hors saison qui sont tous en provenance de circuits courts. Est-ce que c'est une future réalité ou c'est une fiction? Je n'ai pas bien entendu les questions, mais je sais qu'il s'agit de fruits hors saison, c'est ça? La disponibilité. D'accord. Oui. Alors, l'objectif, c'est vraiment de proposer les produits en saison parce que là, c'est vraiment le minimum d'impact possible sur les limites planétaires, le minimum de trajet, le minimum d'impact logistique. Chez nous, par exemple, 75% de nos ventes de fruits et légumes sont des produits français. Et évidemment, il y a des produits qui ne sont pas produits en France qu'on ne va jamais vendre en tant que produits français. Mais là où c'est possible, c'est que des produits français qu'on invente. Et aussi avec les distances les plus réduites possibles entre le lieu de production et le supermarché. Merci beaucoup. Vous avez est-ce qu'il y a une madame là-bas Bonjour, je suis Sophie Penaporta, je suis professeure agrégée d'économie, de droit et de management. Donc une toute petite remarque qui va appeler une question. D'abord, pour revenir sur les règles en matière de durabilité, l'Europe a entendu les entreprises puisqu'on a eu une suspension de la directive CSRD. Il vient d'être voté le paquet Omnibus 1 qui doit être transposé en France au plus tard le 19 mars 2027 et qui fait une grosse simplification, notamment de la taxonomie, etc. Ma question portait sur la décarbonation. Effectivement, j'entends qu'il faut décarboner, mais parallèlement, et c'est dans le cadre des accords de Paris, pour ça, on fait le marché des droits à polluer, des gaz à effet de serre. Ok, on autorise les entreprises par France, par nation en quota. Sauf que ça dérive sur un véritable marché avec des cotations, comme en bourse. Les entreprises qui ne polluent pas assez peuvent acheter des droits et c'est coté. Alors, pour moi, il y a une apparente contradiction avec ça et la volonté de décarboner, puisque si on peut acheter, comme sur le marché boursier, pourquoi s'en priver ? Et votre question est plutôt pour Monsieur Mas. Voilà, tout à fait. Pardon, j'ai préempté. Comment ça a failli arriver chez toi? Alors nous, on n'est pas des spécialistes des marchés du carbone et ces choses-là. On peut quand même dire, c'est ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est que cette notion de marché du carbone a quand même encouragé en Europe un certain nombre d'entreprises à regarder le sujet sérieusement et à enclencher un certain nombre d'investissements qu'ils n'auraient pas su faire s'ils n'étaient pas capables de valoriser les émissions de CO2 qu'ils avaient économisées. Alors avant de faire du nucléaire, moi j'avais fait du ciment. Très clairement, on avait baissé à l'époque déjà de 20 ou 25% nos émissions de CO2. Et ce qui avait permis et rendu possible un certain nombre d'investissements, c'était ces marchés du carbone. Après, ils ont leurs limites. Ils ont leurs limites parce que comme tous les marchés, il y a des truands. Donc il y a des gens qui ont truandé le sujet. Et puis ils ont les limites parce que
À l'arrivée, vous pouvez créer des distorsions assez fortes de concurrence, avec après la tentative de mettre des mécanismes d'ajustement, comme les mécanismes d'ajustement aux frontières, mais qui en fait sont compliqués à mettre en œuvre et extrêmement bancals. Mais il ne faut pas tout jeter, ça a quand même permis en Europe un certain nombre d'investissements. Jérôme, je voulais dire un mot. Je crois que tout ce qui contribue à prendre conscience du besoin pour les entreprises d'avancer, il faut le faire. Et je suis d'accord qu'il y a des travers à ce marché du carbone, mais il y a des entreprises, on a des clients qui fixent en interne, pour choisir le projet, un prix de la tonne CO2. Des grands groupes pétroliers, par exemple, qui disent, pour chaque tonne sauvée, je vais mettre 150 €, et en mettant cette somme-là, ça rend économique des projets et leurs décisions d'investissement. Et donc, en fait, ils s'en fichent du prix de la valeur du carbone sur le marché, ils fixent un tarif interne qui est un accélérateur de la décarbonation. Et c'est essentiel de le faire. Merci beaucoup. Écoutez, on peut prendre une troisième. Il y a un monsieur là-bas. Bonjour, merci. Pierre-Antoine de l'association Choisis ta planète. J'entends beaucoup parler de réglementation depuis le début des rencontres et je salue Monsieur Mas qui a eu une réponse modérée et pondérée sur la question des réglementations. Alors j'entends tous les inconvénients qu'il y a sur les réglementations, mais on sait aussi ce qui se passe quand il n'y en a pas. Et du coup, ma question, c'est à quand une coalition d'entreprises internationales pour être force de proposition de réglementation ambitieuses, mais qui vont aussi dans le sens des entreprises, plutôt que d'attendre qu'elles soient proposées, d'attendre la dernière minute pour bouger aussi, et puis derrière dire bah non, c'est pas ce qu'il nous faut. Merci beaucoup. Bon, je crois qu'à Bruxelles, les entreprises sont quand même pas mal à la manœuvre. Hein. Je pense qu'elles ne subissent pas toutes les mutations. Qui a envie de parler de... Moi, je vais prendre 2 éléments dessus. En fait, les entreprises, dans l'ensemble, fondamentalement, elles ne sont pas forcément contre la réglementation. Par contre, ce qu'aiment bien les entreprises, c'est un level playing field. C'est que les règles, elles s'appliquent pour toutes de façon homogène. Parce que des règles qui ne s'appliquent pas à tous de manière homogène, ça distord la concurrence. Et donc le problème qu'ont les entreprises européennes aujourd'hui, c'est pas tant qu'il y ait des réglementations, c'est que les réglementations européennes sont plus compliquées et plus lourdes. Alors en France, c'est pire, elles sont souvent surtranscrites ensuite. Comme on est plus intelligent que le reste du monde, on fait des choses plus compliquées, c'est comme ça. Mais elles sont surtranscrites. Et un certain nombre de ces réglementations, pour être mis en œuvre, vous génèrent énormément de coûts, de reporting, de papier, ajoute des délais, tout ça, qui n'existent pas ailleurs. Mais sinon, les entreprises, du moment que les réglementations s'appliquent partout pareil, elles sont d'accord. Je vais vous donner un petit exemple, si vous permettez. C'est ce qui s'est passé dans le monde du nucléaire après les accidents nucléaires. Il y a une association qui s'est créée, qui s'appelait le World Association of Nuclear Operators, auxquels sont adhérents volontaires tous les exploitants nucléaires de la planète. Et c'est un groupe d'entreprises de tous les pays dans lequel on cherche ensemble à faire monter le niveau de sûreté, au-delà de ce que demandent les autorités de sûreté. Donc du retour d'expérience entre exploitants et des choses comme ça. Mais comme tout le monde se l'applique et que c'est vertueux, c'est une démarche d'une certaine manière volontaire pour le faire. Ce qu'on n'aime pas, c'est quand les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais est-ce que Monsieur proposait qu'entre vous, les entreprises, vous essayez de définir la juste réglementation. Quand vous vous rencontrez, vous en parlez? Mais pas forcément... Ça peut être quelqu'un d'autre, mais... Je pense que, d'abord, on échange sur nos plans de décarbonation de nos entreprises. Chez Equans, on décarbone notre entreprise, mais on commence par nous-mêmes. L'intégralité de la flotte de véhicules est passée à l'électricité en Europe. On modifie tous les systèmes de production de chaleur. On est parti du gaz, on passe à l'électricité. Quand on est propriétaire, on le fait. Quand on est locataire, on change d'immeuble si notre propriétaire ne le fait pas. Donc on y va de manière assez pushy. Évidemment, on discute de tout ça entre patrons parce que c'est absolument essentiel qu'on fasse ça. Toute solution qui oppose économie et écologie se fait à petits pas. Donc il faut trouver des solutions qui associent l'économie et l'écologie. Ce que dit Nicolas est essentiel, c'est que si on est sur un marché et qu'on perd la compétitivité, les autres gagnent sans contrainte, donc ils polluent plus. Donc il faut qu'on fasse ça sur des espaces de marché cohérents en termes de réglementation. Tous les ans, on s'est permis de faire avec Opinionway un sondage
où on a fait un sondage auprès de quasiment 2000 patrons d'entreprise pour dire est-ce que vous êtes soucieux de la décarbonation, est-ce que vous avez envie d'avancer, est-ce que vous avez subi déjà des effets du changement climatique, etc. En fait, un peu plus de la moitié des patrons aux États-Unis ont subi un effet du changement climatique, 40% en France ont subi un effet du changement climatique. Ils ont plus de cyclones, de tornades, etc. 40% des patrons en Europe disent avoir initié un plan de décarbonation. C'est très insuffisant. Les technologies sont là. Les freins, c'est quoi? C'est les budgets d'investissement et c'est la volonté du patron, quelque part. Parce qu'il y a des pas qui ne coûtent rien et qui rapportent beaucoup, d'ailleurs. Les premiers pas de décarbonation, quand on rentre dans une usine et on décarbone une usine, le retour sur investissement, c'est 6 mois. Parce qu'on fait gagner de l'énergie. Les pas d'après, ils ont un retour sur investissement de 2-3 ans. Parce qu'on va faire en sorte de produire, en récupérant de la chaleur, de l'énergie. Donc les pas, ils sont là, c'est une volonté du patron. D'accord. Donc c'est bien. Le volontarisme politique, mais dans l'entreprise aussi. Gaël, vous vouliez dire le regard justement dans le public, parce qu'évidemment, on a compris il faut que les différents patrons parlent ensemble, mais avec le public aussi, Oui. sur les sujets sont tels. Alors, moi, ce que je peux constater aujourd'hui, c'est que les entreprises, elles sont tournées vers la décarbonation. Elles parlent de décarbonation avec leurs salariés, parce que d'ailleurs, c'est relativement facile à aborder en tonnes carbone. La difficulté qu'on a quand on travaille dans le domaine de l'environnement, c'est l'atteinte sur le vivant, sur l'atteinte sur la biodiversité. Parce que d'abord, on n'a pas un indicateur commun. Quand vous attaquez un habitat pour une espèce, vous ne pouvez pas le compenser par un autre habitat. Mais je crois que Madame a parlé de crédit carbone. Il y a un marché qui est en train d'être imaginé sur des crédits biodiversité. Moi, je pense que là aussi, on a besoin de cette dynamique des entreprises, et je suis contente de la voir sur le sujet carbone, mais aussi sur le vivant, la nature dont on fait partie, mais votre impact sur l'eau, votre impact sur quand vous implantez des usines, sur la biodiversité. Alors certes, on a un process d'éviter, réduire, compenser, mais je crois qu'il y a une dynamique aussi à mettre en place sur l'ensemble des deux crises, la crise climatique, mais aussi la crise en termes de biodiversité. Merci beaucoup, Gaël. Akiko, charge à toi. Ce n'est pas facile de nous faire une synthèse brillante de notre table ronde et puis de donner ton mot, évidemment plutôt d'espoir. Bon, donc je fais tel un bon joueur de foot un petit dégagement et je voudrais m'adresser pour ceux d'entre vous, peut-être les jeunes, qui perdent un peu espoir quand on parle des limites planétaires. Et je voudrais vous citer quelques lignes de Marc Bloch, dont on a beaucoup entendu parler la semaine dernière, et dans L'étrange défaite. Je le cite. « Toute une littérature de renoncement, bien avant la guerre, dénonçait les dangers de la machine et du progrès. Or, pour faire du neuf, il faut d'abord s'instruire. Nous serons perdus si nous nous replions sur nous-mêmes, sauvés seulement à condition de travailler durement de nos cerveaux pour mieux savoir et imaginer plus vite. Se former une idée claire des besoins sociaux et s'efforcer de la répandre, c'est introduire un grain de levain nouveau dans la mentalité commune. C'est se donner une chance de la modifier un peu et par suite d'incliner en quelque mesure le cours des événements qui sont réglés en dernière analyse par la psychologie des hommes. Je vous souhaite donc à tous de bons débats à Aix pour savoir, imaginer et agir. Merci beaucoup, Akiko. Magnifique de terminer avec Marc Bloch. Merci beaucoup à tous les 5 pour vos témoignages et merci à vous qui nous avez écoutés. Merci beaucoup. Et spécialement à ceux qui ont posé des questions.